Bonjour à tous, il est exactement 12h30 dans ce ZCL de ce mercredi 24. La barque est chargée comme tous les mercredis et comme tous les jours d'ailleurs dans ce ZCL. On va aujourd'hui recevoir, je vous dis tout de suite, un invité qui vient de loin, Tandje Bakang, c'est le responsable d'Afoscreen, vous saurez tout à l'heure ce que c'est. Et puis nous aurons comme chaque mercredi la chronique santé avec le docteur Franzislise Villayan-Don-Sefis. On parlera aujourd'hui des complications vasculaires et chroniques du diabète. C'est une maladie qui touche un Guadeloupéen sur 4. Et puis, comme chaque mercredi, nous aurons la culture avec Martine. Sinon, pour l'actualité, eh bien, nous allons tout de suite parler de l'arrivée en Guadeloupe, c'était hier, de l'ambassadeur de l'Inde, le docteur Mohan Kumar. Il est arrivé à Pôle Caraïbe à l'invitation du GOPIO et de la CCIG Guadeloupe. Nous en parlerons tout à l'heure dans le développement. Ensuite, nous irons à Goyave pour la mise en activité d'une nouvelle station d'épuration. C'était nécessaire puisque Goyave aujourd'hui est passé de 3000 à 8000 habitants. Cette nouvelle station est l'œuvre aussi du SIAG. Et puis, la Gauloise est partie en Haïti. Nous irons bientôt avec Richard Etienne voir un peu ce qu'ils font parce que nos footballeurs vont rencontrer, non pas la Ligue des champions d'Europe, mais la Ligue de la Caraïbe. C'est une information Canal 10. Voilà un petit peu ce qui fera le sommaire de ce journal. On va commencer tout de suite, avant de recevoir notre premier invité, par l'arrivée en Guadeloupe, je vous le disais hier soir, de l'ambassadeur de l'Inde, le docteur Mohan Kumar. Il est arrivé pour une visite, on peut dire, à la fois culturelle et économique, puisqu'il devrait rencontrer des acteurs économiques. En ce moment même, il tient une conférence à Bemao. Il nous rencontrera aussi, bien sûr, les membres du GOPIO, le GOPIO étant cette structure regroupant les Indiens de la diaspora, mais qui a aussi une antenne en Guadeloupe. Le docteur Mohan Kumar est au micro de Olivier Mouradel, qui était à la conférence de presse à son arrivée hier à l'aéroport. Écoutez, je suis absolument ravi de me trouver ici à Guadeloupe-Pointe-à-Pitre. C'est le premier voyage et moi j'ai assumé mes fonctions comme l'ambassadeur de l'Inde en France il y a 8 mois. C'est tout à fait naturel que les ambassadeurs de l'Inde voyagent un petit peu la France outre-mer et Guadeloupe c'est important parce qu'il y a quand même une communauté internationale, une communauté indienne, d'origine indienne, qui sont français bien sûr, mais c'est une communauté d'origine indienne qui est important. Donc je cherche, si vous voulez, l'objectif principal de ma visite, c'est de renforcer les liens entre la Guadeloupe et l'Inde en général, et très particulièrement entre la communauté indienne, d'origine indienne qui existe ici, avec l'Inde. Donc il y a des liens culturels, les liens économiques qui existent entre nos deux pays. Et moi, je vais essayer de quand même parler avec les autorités guadeloupéennes pour savoir s'il reste encore à faire dans ce domaine économique et culturel. Donc ça, c'est le principal but de ma visite. Je vais bénéficier, enfin, je vais profiter de ma présence ici, de parler avec les chambres de commerce pour savoir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé au Guadeloupe, parce que vous aussi, vous avez fait des progrès depuis des années. Donc il faut quand même savoir quelle est la situation économique ici pour comprendre un petit peu plus les possibilités qui existent. Écoutez, le conseil départemental ne pouvait pas être absent pour recevoir donc monsieur l'ambassadeur de l'Inde en France, parce que nous avons besoin effectivement de ces contacts-là, parce que cela peut nous ouvrir des horizons nouveaux. Nous avons une culture indienne très présente sur le territoire en Guadeloupe, qui s'est bien impliquée dans l'économie, dans le développement de la Guadeloupe, et donc nous sommes heureux d'accueillir justement monsieur l'ambassadeur, et nous pensons d'ailleurs le recevoir au palais du conseil départemental donc jeudi matin, et
malgré la visite de Madame la ministre de la Santé, Madame Rissol Touraine, nous ferons plaisir de recevoir Monsieur l'ambassadeur pour échanger avec lui sur les opportunités que pourrait avoir donc, notre entreprise locale. Nous sommes toujours fiers de recevoir des dignitaires de l'Union indienne. Seulement, M. Mohan Kumar, ambassadeur, son Excellence l'ambassadeur de l'Inde à Paris, est venu en visite officielle. Donc, il doit être reçu comme il se doit par les autorités, comme on l'a bien vu aujourd'hui, mais il est aussi invité par le Gopio International New York Chapter, Guadeloupe Chapter, pour un travail d'étude en Guadeloupe et préparer des futurs événements dans les années à venir. L'ambassadeur de l'Inde a rencontré donc ce matin vers 10h30 les associations culturelles indiennes de la Guadeloupe, puisque vous savez qu'il y a une forte activité dans le domaine culturel chez les Indiens. D'ailleurs, vous avez pu remarquer la présence de M. Sitchan et de représentants du Gopio de la Guadeloupe. Alors, autre rencontre, c'est cet après-midi à 16h à la maison coloniale de Vonche à Bemao. Il y aura donc une conférence économique dont le thème opportunités d'affaires entre la Guadeloupe et l'Inde. Autant dire que cette visite n'est pas totalement anodine. Ce sera l'occasion d'établir des relations économiques et culturelles entre le continent indien et la diaspora indienne qui se trouve en Guadeloupe. Voilà, nous allons quitter donc l'Inde et revenir au cinéma. C'était, vous le savez, depuis quelques jours, c'est le FEMI en Guadeloupe. C'est l'occasion de rencontrer les acteurs du monde du cinéma, mais pas que, puisque dans le domaine de la télévision aussi, il y a quelques bouleversements, quelque chose qui a changé. Et c'est en ce sens que nous recevons aujourd'hui le représentant, le fondateur de AfroStream. Bonjour. Bonjour. Alors, on ne sait pas ce que c'est. Alors, première question toute bête, c'est quoi AfroStream? D'où est venue l'idée? AfroStream est un service qui fonctionne avec Internet, ou sur votre téléphone portable et votre tablette. Et ce service, AfroStream, vous permet de voir en illimité des films, des séries, des documentaires, quand vous voulez, et le film de votre choix. Donc, tout simplement, vous prenez un abonnement qui coûte quelques euros par mois, moins cher que 2 cafés, et vous avez accès à tous ces films. Alors qu'à la télé traditionnelle, vous devez attendre une certaine heure pour regarder un programme. Là, c'est vous qui faites le programme. Oui. Alors, d'où est venue cette idée de créer cet AfroStream? L'idée pour moi, qui a grandi en métropole, c'était un accès difficile à du contenu qui me ressemble, du contenu avec des personnages afro-descendants qui viennent d'Afrique, des Caraïbes, des États-Unis. Et donc ce que j'ai voulu faire, c'est... alors que je consommais beaucoup de vidéos sur mon ordinateur et sur mon téléphone, j'ai compris qu'il y avait la possibilité de créer un nouveau média sans passer par la télé. D'accord. Et donc, on pourrait dire que c'est une sorte de Black Netflix. Alors, je ne sais pas pourquoi les gens disent black, parce qu'il faut assumer le mot noir. Afro, black. Il n'y a aucune honte à dire le mot noir. Non, on le dit. Comme on dit AfroStream, on peut dire Black Stream ou Noir Stream. Afro, c'est pour afro-descendants. Oui, bien sûr. Si on parle de la couleur, n'ayons pas de tabou, disons noir. Alors, c'est le cinéma noir, des documentaires noirs, de toute la diaspora. Voilà. L'idée, c'est de partager avec le monde la richesse de nos cultures. Et donc cette plateforme qui est dédiée au contenu noir de la diaspora s'adresse à tout le monde. Pas forcément, ce n'est pas un service qui s'adresse qu'à la communauté. Oui, c'est pas restrictif, quoi. Pas du tout. Au contraire, je pense que il y a des gens de toute origine qui peuvent être intéressés par ce contenu, comme les gens qui regardent du contenu latino sont de toute origine, les gens qui regardent ou indien ou asiatique. Oui, on vient d'en parler. Et il en est de même pour le contenu afro. Oui, alors vous avez débuté il y a combien de temps? Nous avons débuté il y a 2 ans. 2 ans. Parce que nous avons lancé cette aventure et il nous a fallu 1 an et demi. Vous dites aventure? Entreprendre, c'est toujours une aventure, ce n'est jamais facile. Vous savez, la plupart des gens choisissent d'être employés de quelqu'un d'autre. Moi et mon équipe, nous sommes une dizaine aujourd'hui, nous avons décidé d'être maîtres de notre destin et de construire ce projet entrepreneurial.
Alors, c'est vraiment une aventure. Rassembler des films noirs d'Afrique, des États-Unis, des Caraïbes, j'imagine ça n'a pas dû être très 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 facile parce que bon, je connais le FESPACO comme étant un festival de cinéma africain, je connais aussi le FEMI, dans nos parlements, je ne connais pas beaucoup d'endroits où on peut rassembler des films noirs. Comment vous avez travaillé à ce niveau-là pour recueillir, j'ai envie de dire, recueillir et aller chercher même ces films? Alors Internet est un formidable outil qui permet de rapprocher les hommes et les femmes. Et nous avons, grâce aux réseaux sociaux, grâce à Facebook, fait parler de notre projet et le bouche-oreille a fait son œuvre. Donc un réalisateur avec qui nous étions en contact, on a parlé à un autre. Et vous savez, il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour les films noirs, pour les films afro en termes de diffusion. Ça, c'est clair. Donc, quand enfin une plateforme se dédie à ces créations, le mot va très vite et nous avons des centaines de films à proposer aux abonnés. Alors uniquement des films ou des séries? Nous avons des films, des séries, des documentaires, des dessins animés pour enfants et bientôt des concerts. Eh bien, alors je pose la question parce qu'on est en Guadeloupe. Il y a du créole sur AfroStream? On en cherche, c'est pour ça que je suis venu au FEMI pour justement aller à la rencontre de réalisateurs, producteurs qui pourraient nous proposer des œuvres pour partager ça avec nos abonnés. D'accord. Alors sur la philosophie de l'AfroStream, moi je pense que, c'est mon point de vue, que c'est une chose extrêmement intéressante. Est-ce qu'il y a eu des difficultés à mettre en place? Parce que vous savez qu'en France on parle beaucoup de visibilité ou d'invisibilité des minorités comme nous. Alors comment sur le marché franco-français et peut-être européen, puisque l'internet c'est pas seulement la France, comment vous êtes installé? Est-ce qu'il y a eu des blocages? Non, il n'y a eu aucun blocage. Vous savez, l'industrie est toujours ravie de trouver des nouvelles idées. Et à partir du moment où j'arrive à prouver qu'il y a un fort intérêt pour notre contenu, à partir du moment où on arrive à prouver qu'il y a énormément d'abonnés prêts à payer, l'industrie audiovisuelle nous encouragera. Aujourd'hui, nous avons besoin du soutien de nos abonnés, du soutien du public, et qui montre, ok, voilà, vous avez demandé pendant des années d'avoir accès à ce contenu, il y a une possibilité d'avoir accès, est-ce que maintenant vous jouez le jeu? D'accord. Parce que c'est trop facile d'aller chercher des obstacles chez les autres, alors que soi-même, on n'est pas prêt à dépenser quelques euros pour soutenir une cause ou finalement acheter ce qu'on attend depuis longtemps. D'accord. Et donc, est-ce que justement, je pose la question, est-ce que les abonnés jouent le jeu déjà? Les abonnés à la télévision en Guadeloupe, on ne connaissait pas le produit, c'est l'occasion d'en parler justement. Tout à fait, et je suis très heureux d'être invité pour pouvoir en parler ici. Aujourd'hui, nous avons 7000 abonnés en métropole. Nous avons une vingtaine d'abonnés en Guadeloupe et j'espère que ce nombre va grandir très vite parce que pour la première fois, les Guadeloupéens pourront se divertir avec du contenu qui leur ressemble. Oui, tout à fait. J'imagine que les gens qui aiment le gospel, par exemple, il y a des... On a du gospel qui s'appelle le gospel, effectivement. Oui. On a du gospel, on a des comédies romantiques, on a des séries familiales. Je vous invite à aller... Un vrai catalogue, finalement. Un vrai catalogue. Je vous invite à aller sur notre site internet. Et qui s'enrichit progressivement. Comment ça se passe? En allant sur notre site internet www.afrostream.tv, vous pourrez voir que notre catalogue s'enrichit de jour en jour. Des exclusivités, des nouveautés, des grands classiques que vous serez ravis de revoir. Tout ça pour vous. Alors, je donne comme ça des titres de films qu'on a connus dans le temps. Est-ce qu'on trouve du Sidney Poitier, par exemple? On trouve du Sidney Poitier, on trouve du Richard Denzel Washington. Du Richard Roundtree avec... Non, pas encore. Ah, pas encore? Pas encore. Ouais, mais justement... C'est une question de droit pour les films américains? Oui, parce que AfroStream est une plateforme légale, donc nous allons acheter chaque film auprès des studios. Oui. Sur les plateformes pirates, effectivement, il y a beaucoup de choses et c'est infini. Mais quand on fait les choses dans les règles, ça prend un peu plus de temps. Oui, et les droits des films, ce qu'on appelait avant la Black Exploitation, est-ce que ces films-là sont aujourd'hui disponibles ou encore très chers? Tout est très cher, que ce soit des vieux films ou des films plus récents. L'idée c'est, même si c'est cher, nous devrions avoir les moyens
d'en faire les acquisitions, et le seul moyen de faire les acquisitions, c'est d'avoir plus d'abonnés. Oui, c'est clair. On va donner tout à l'heure les moyens de s'abonner. Alors, concernant la Caraïbe, vous êtes aujourd'hui en Guadeloupe, vous savez, à côté, il y a la Martinique, et puis autour de nous, il y a un chapelet d'îles, une vingtaine d'îles. Est-ce que déjà, on trouve, je sais pas, je prends des films sur la Jamaïque, par exemple Nous avons des films sur la Jamaïque. Oui. Ce qui est bien, c'est que les The Hardest Come, je pense comme ça à ce film-là. Si on est en train de le négocier. Mais par exemple, les anglophones sont très en avance sur l'audiovisuel et la diffusion de leur contenu. D'accord. Il est assez facile finalement d'accéder aux producteurs et aux distributeurs, et c'est des choses qui sont en train de se mettre en place dans la zone francophone, et donc c'est pour ça que je remercie encore le FEMI de faire ce travail formidable, d'essayer de structurer un peu cette industrie en Guadeloupe, en Martinique. Oui, parce qu'en fait, sur la Caraïbe, il y a la Caraïbe francophone, mais il y a la Caraïbe anglophone. Et hispanophone aussi, les latinos, enfin je parle de Porto Rico, de Santo Domingo, là aussi, vous causez? On cause, on a quand même une grosse priorité sur le francophone et l'anglophone, mais bien sûr nous sommes ouverts au reste du monde caribéen. Je suis obligé de parler avec vous d'étape par étape. Haïti, hier on recevait Arnaud Antonin qui a fait des films intéressants, et même il a un film culte qui s'appelle Chimène Liberté. Est-ce qu'il est au FEMI? Peut-être c'est l'occasion pour vous de le contacter. Justement, le FEMI et ce carrefour des cultures et des talents, et c'est vraiment le but de ma venue ici, rencontrer des talents comme lui. Alors, sur l'abonnement, comment ça se passe concrètement? Il y a des milliers de Guadeloupéens qui nous regardent en ce moment, pas seulement en Martinique aussi, en Guyane et bien sûr en France. Alors, qu'est-ce que vous leur dites? On veut s'abonner à AfroStream, comment ça se passe concrètement? Vous allez sur Internet avec votre téléphone ou votre ordinateur, vous allez sur le www.afrostream.tv. Vous cliquez sur je m'abonne, vous entrez vos informations, notamment vos informations de carte de crédit. Il y a un abonnement. J'imagine protégé, bien sûr. Bien sûr. Il y a un abonnement à 6,99 € par mois sans engagement. C'est-à-dire que vous pouvez arrêter à tout moment, pas besoin d'envoyer de courrier. Le jour où vous voudrez arrêter ou mettre en pause, vous appuyez sur un bouton et vous ne serez plus prélevé. Mais pendant votre abonnement, vous avez accès à tous les films, toutes les séries, quand vous voulez. C'est-à-dire, on a sur la plateforme la possibilité de cliquer sur des vignettes qui sont des posters de films et de séries. Vous choisissez et vous pouvez regarder. Vous voulez regarder un épisode, boum, vous pouvez regarder l'épisode quand vous voulez. D'accord. Alors, de l'autre côté, j'imagine que comme tout producteur, plateforme, vous avez des ambitions de production aussi demain. Bien sûr. Oui, c'est en route. Si les abonnés nous le permettent, c'est-à-dire en venant en grand nombre s'abonner à AfroStream, nous pourrons demain investir dans des productions originales, produire nos propres séries, et donc raconter des histoires qui sont chères à notre cœur. Sur les films africains, est-ce qu'il y a une difficulté, parce que vous disiez tout à l'heure que chez les anglophones, il y avait un peu d'avance. Les films africains ont beaucoup de difficultés à se faire connaître dans le cinéma, dans le monde du cinéma français. Est-ce que vous arrivez là aussi à recueillir des films africains, à les tracer déjà? Alors, c'est même d'autant plus facile pour les films africains parce qu'il y a une industrie formidable qui s'appelle Nollywood, qui sont les films produits au Nigeria. Le Nigeria est la troisième puissance mondiale en termes de nombre de films produits par an. Une vraie industrie est mise en place là-bas. Les réalisateurs arrivent à vivre de leur art, les comédiens arrivent à vivre de leur art, donc c'est beaucoup plus facile d'acheter certains films africains anglophones. En Afrique francophone, le cinéma ivoirien, sénégalais, camerounais est beaucoup plus confidentiel. Et sous contrôle. Et donc il y a encore une fois, je ne sais pas si c'est culturel, mais nous avons du retard face aux anglophones, même en Afrique. Alors, autre question qui se pose, qu'est-ce que vous appelez un film noir aujourd'hui? Alors, est-ce que c'est un film où il y a des acteurs noirs ou c'est un film réalisé par un metteur en scène noir? Ce que nous appelons un film afro, et c'est une définition qui appartient à AfroStream, on l'impose à personne d'autre, c'est un film centré sur un afro-descendant.
Donc, même s'il est entouré d'eurodescendants. Oui. Oui. Un film centré sur des personnages afrodescendants. Parce que finalement, c'est ce qu'on défend, c'est ce qu'il manque dans le paysage audiovisuel. Oui. C'est comme ça que nous avons défini un film afro. Alors, après, le réalisateur peut être de toute origine. Ce n'est pas ce critère-là que nous prenons en compte. Ça signifie que le réalisateur américain que vous connaissez qui a fait Malcolm X, oui, Spike Lee, qui a fait des films qui ne sont pas centrés sur des afro-descendants, vous en faites quoi? Ce n'est pas un programme pour... Ah, il n'est pas... Non. Ah bon? Non. AfroStream n'est pas... n'exclut pas un réalisateur parce qu'il va être blanc ou chinois et raconter l'histoire d'un afrodescendant. Oui. Donc c'est plus important notre pour vous. Notre ligne éditoriale, c'est pourquoi les gens s'abonnent. Oui. Donc c'est ce qui est le plus important pour nous. C'est pour voir l'histoire de personnages noirs. D'accord. C'est notre proposition de valeur, c'est ce pourquoi les gens s'abonnent et c'est ce qu'on délivre. Mais ça veut dire que c'est pas de la censure, mais enfin, on prend par exemple, vous savez, enfin, vous connaissez toute la polémique autour de Tintin. Oui. Bon, alors, le dessin animé Tintin au Congo, est-ce que vous le diffusez sur votre Non, parce que Tintin n'est pas un personnage principal. Ça se passe en Afrique, oui. Oui, mais encore une fois, nous on a une ligne bien précise. Je vous dis, il faut qu'on comprenne bien. C'est que le personnage principal doit être un ou une afrodescendante. Oui. Donc, dans le cas de Tintin au Congo, on n'entre pas dans ce cas de figure. Vous n'entrez pas dans ce cas de figure, d'accord. On aura l'occasion peut-être de voir. Alors, en tout cas, personnellement, on pensera que c'est une très bonne initiative et on peut qu'espérer qu'un maximum de Guadeloupéens, de Martiniquais suivent, s'abonnent à AfroStream et que vous continuez. C'est une start-up. C'est une start-up. Ce qu'on appelle une start-up, c'est une entreprise technologique. Oui. Aujourd'hui, nous avons une équipe de 10 personnes, dont 7 ingénieurs, qui font en sorte que cette plateforme technique fonctionne très bien. Quand vous décidez de voir un film, que ça fonctionne sans problème. Et c'est vraiment ce travail de fond que nous faisons. Oui. Quelles sont vos relations, vos rapports avec les chaînes de télévision d'afro-descendants comme Trace, par exemple? Nous n'avons pas vraiment de rapport. Oui. Vous savez... Ou BET? Nous avons un partenariat avec BET. Ah, vous avez avec BET? On a un partenariat avec Trace. Non, pas avec Trace, mais avec BET. Ça s'explique? C'est une industrie, toutes les chaînes ne travaillent pas ensemble. C'est clair. C'est parce qu'il y a certaines affinités ou certains partenariats commerciaux qui fonctionnent bien. Avec BET, on est très fiers d'avoir ce partenariat. On aura sûrement d'autres avec d'autres chaînes. Mais, avec les chaînes africaines, comment vous travaillez? Avec les chaînes africaines aussi, on est en train on a signé un partenariat avec la RTI, qui est la chaîne nationale de Côte d'Ivoire, et on espère signer d'autres partenariats avec d'autres chaînes. Nous sommes ouverts aux partenariats, mais il faut que ces partenariats commerciaux fassent sens, tout simplement. AfroStream n'est pas une association caritative, nous sommes un vrai business et nous essayons de faire les meilleurs choix pour nos abonnés. Et vous travaillerez avec les chaînes antillaises, puisque vous êtes en Guadeloupe, vous pensez voir les gens de Canal 10 ou d'autres chaînes qui sont ici pour des partenariats? Comment vous envisagez ça? Aujourd'hui, si ces chaînes-là ont du contenu qui ressemble à ce que l'on met en place, c'est-à-dire de la fiction ou du documentaire, pas de concert. Pas encore. Pas encore de concert. Oui. Donc, c'est à venir? C'est à venir parce qu'il y a une demande de la part de nos abonnés. Oui. Mais donc pour amener notre société au succès, il faut qu'on procède étape par étape. Bien sûr. Et donc, j'ai pas envie de faire le beau devant la caméra et dire oui, nous allons signer avec tout le monde. Je préfère dire tant que ça fait sens pour nos abonnés, pour notre plateforme, par rapport à notre cahier des charges, ce sera avec grand plaisir. D'accord. Et le seuil de rentabilité, vous avez dit que vous étiez à 7000 abonnés. 7000 abonnés? Oui, vous avez déjà atteint le seuil de rentabilité? Non, pas encore, j'imagine. En ce moment, nous sommes encore dans des investissements qui sont lourds. Regardez, aujourd'hui, des milliers de spectateurs nous regardent et découvrent AfroStream. Il va falloir vous aurez plein d'abonnements, je vous assure. Il va falloir du temps pour arriver à un chiffre de 50 000 qui nous permettra d'arriver à l'équilibre. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci.
Merci donc Tandje Bakagang, c'est bien le nom? Oui, Tandje Bakang. Tandje Bakang d'être venu à Canal 10 ici singulièrement dans ce ZCL nous présenter AfroStream. Je rappelle à nos téléspectateurs, s'ils prenaient l'émission en cours, qu'il suffit de faire www.afrostream.tv et le reste suit. Tout à fait. Merci en tout cas. Il va être 13h, on va prendre une page de pub et puis on se retrouve tout à l'heure pour développer la suite du journal. Merci. Retour donc dans le ZCL, il est 12h58 et nous continuons donc à dérouler l'actualité. Là, nous partons vers Goyave. Goyave qui est une commune où il y avait il y a quelques années 3000 habitants et aujourd'hui la commune est passée à 8000 habitants, donc la nécessité de la construction d'une nouvelle station d'épuration. C'est en ce sens que le président du SIAG, M. Laurent Bernier, et s'est déplacé donc à Goyave pour cette nouvelle station d'épuration qui était totalement nécessaire. On va entendre tout de suite les propos des techniciens, mais aussi Laurent Bernier qui était sur place. Reportage de Yanis Pequeño. Cette station d'épuration est dimensionnée pour recevoir l'équivalent de 8600 habitants, ce qui représente donc la totalité de la commune de Goyave. À l'horizon 2020, c'est-à-dire qu'actuellement il y a nettement moins de personnes non raccordées sur cette station d'épuration. L'objet donc est de réceptionner les eaux usées, donc les rejets domestiques, pour pouvoir les traiter et supprimer la pollution qui est contenue dans les eaux. Donc on est sur une conception, ce qu'on appelle une station d'épuration à bout activé, c'est-à-dire qu'on va développer, on va cultiver des bactéries épuratrices dans ce bassin d'aération qu'on voit ici, de manière à ce qu'elles puissent manger, dégrader la pollution et faire en sorte que l'eau en sortie, l'eau en rejet soit conforme à des normes de rejet européennes. C'est un ouvrage qui aura coûté près de 8 millions d'euros et qui aura été financé par le SIAG sur des fonds propres, sur des fonds européens avec l'aide financière des collectivités et de l'État qui nous a accompagnés pendant une durée minimum, puisque cette usine a été construite en moins d'1 an, en moins de 12 mois, et désormais elle est en capacité, puisqu'aujourd'hui elle accueille d'emblée les eaux souillées de la commune de Goyave. Nous, au sein du SIAG, tous les membres du SIAG, les élus, les fonctionnaires territoriaux et puis les agents du SIAG, tous les agents du SIAG, en particulier ceux qui s'occupent du service public d'assainissement collectif, sont ravis, sont très honorés d'avoir pu, en peu de temps, puisque c'est vraiment un exploit, d'avoir réglé le problème des eaux souillées, des eaux usées de la commune de Goyave. Dès le 1er mars, nous inaugurerons la station d'épuration de Petit-Bourg. Et donc nous continuons notre travail visant à améliorer les conditions de vie de la population guadeloupéenne et particulièrement aujourd'hui de la population goyavienne. Cette station arrive vraiment à point nommé parce qu'elle est attendue depuis très très longtemps par la population de Goyave. L'ancienne station ne répondait plus aux normes européennes en tout cas. Donc la population, cette ancienne station était prévue pour quelque chose comme 3000 habitants. Aujourd'hui, Goyave est à plus de 8000 habitants, 8450 habitants. Donc il fallait absolument un ouvrage qui réponde aux normes actuelles et en termes de réglementation et en termes de capacité. Il y a des contrôles qui sont réalisés sur cette eau. En l'occurrence, l'eau est prélevée, analysée, mesurée de manière à vérifier en permanence que l'eau est conforme, encore une fois, aux rejets fixés par des arrêtés européens.
13h03 dans le ZCL, nous sommes à une semaine de l'ouverture de la récolte sucrière, récolte qui serait cette année moins bonne, dit-on, que les années précédentes. En tout cas, c'était hier la conférence de presse du GIE Cannes, alors que cette récolte, je disais, va démarrer. Et donc, il s'agissait de discuter de la nouvelle convention, et aussi des problèmes de l'intercampagne et du démarrage prochain de la récolte. Reportage Yanis Pequeño. La convention 2016-2022, elle a été signée à la fin de l'année entre l'Interpro et la préfecture, l'État, dans lequel on retrace un petit peu les dispositions qui sont retenues pour la filière canne. Mais la situation globalement pour la canne, on vient de la pointe, hein, on le savait déjà, donc avec des estimations de moins 24% sur le tas de canne, donc ce sera une petite récolte, compte tenu des difficultés que nous avons traversées durant l'intercampagne. Donc ça a été bien préparé, bien présenté par le GIE Cannes de Guadeloupe. Donc le travail qu'ils ont fait aussi est à souligner sur la nouvelle convention avec l'État. Donc les agriculteurs, les producteurs de canne en tout cas se verront un petit peu, je ne dis pas récompensés, mais en tout cas leur pouvoir d'achat va un petit peu augmenter. Il y a une augmentation quand même sensible. Donc je crois que la Chambre dans cette histoire-là, donc nous accompagnons bien sûr l'ensemble de ces organisations. Nous ne sommes pas signataires bien sûr parce que c'est des interprofessions, mais nous sommes à côté d'eux sur divers aspects, l'accompagnement, conseil, comme d'habitude. On a pu obtenir que l'enveloppe de la convention précédente qui nous était, je dirais, généralement favorable, qu'on puisse maintenir cette enveloppe-là qui est de 20 160 000 €. Donc on a pu déjà maintenir l'enveloppe, donc c'est pour nous déjà une victoire. Et d'autre part, nous avons pu intégrer dans l'aide de base qui était de 23,81 € une augmentation de 5,50 € qui la porte désormais à la somme de 29,31 €. Au-delà de ça, nous avons pu obtenir aussi des aides qui pourront être allouées aux planteurs dès lors qu'ils respectent certaines pratiques qui sont respectueuses de l'environnement, telles que le décompactage du sol, l'épandage d'amendements organiques et le sarclage mécanique ou manuel comme étant un moyen alternatif au désherbant chimique. Donc nous avons effectué des visites parce que pour faire des prévisions, effectivement, il faut aller sur les champs et nous avons constaté la situation catastrophique, d'où l'intérêt pour nous d'alerter les planteurs afin de bien faire comprendre que cette année nous aurons des rendements de l'ordre de 50 tonnes hectares. Alors pour limiter la casse, on leur conseille effectivement pour les cannes qui sont prêtes d'être livrées les premières, donc faire le point avec leurs opérateurs afin de pouvoir au moins de récolter tout ce qui est prêt. Alors les conséquences, ça sera un petit rendement, hein, comme j'ai dit, maximum 50 tonnes hectares, et ce qui fait que le tas de canne livré vers l'usine et les distilleries seront plus élevés, et donc une très mauvaise récolte, chute de la trésorerie. Voilà, je vous l'avais annoncé en début de ce ZCL que nous aurions notre chronique hebdomadaire, ou même pas hebdomadaire, on va dire bimensuelle, chronique santé concernant le diabète avec le docteur Velayandon Sefiz. Bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, on va parler de complications. Voilà, on va parler des complications microvasculaires. Microvasculaires. Alors pourquoi microvasculaires déjà ? Microvasculaire parce que ça concerne les petits vaisseaux, donc les petites artères au niveau des organes qu'on connaît peut-être moins bien. Les grosses artères étant les artères du cœur, les coronaires, les artères qui règlent le cerveau, hein, les carotides et les grosses autres artères du cerveau, et les artères des membres inférieurs, donc des jambes, des pieds. Donc ça, ce sont les grosses artères. Et les petites artères, les micro-vaisseaux, sont les artères qui vont irriguer l'œil, la rétine de l'œil. Et qui peuvent vous conduire jusqu'à la cécité, dit-on.
Tout à fait. Le mécanisme, en fait, c'est que ces petits vaisseaux, quand il y a une hyperglycémie, donc élévation du sucre dans le sang, qui est chronique, donc un diabète qui n'est pas équilibré, le sucre, en fait, va entraîner un épaississement de la paroi de ces petits vaisseaux. Donc le calibre de ces petits vaisseaux va diminuer, donc le flux sanguin qui passe dans ces petits vaisseaux va aussi diminuer, et donc l'apport en oxygène qui se fait par le sang va diminuer également au niveau de la rétine, et il y a un risque en fait de fragilité de ces petits vaisseaux qui sont plus grêles, plus fragiles, qui peuvent éclater. Il peut y avoir une hémorragie de l'œil, de la rétine, et ça entraîne la cécité, oui. Alors c'est toujours, j'aime bien revenir à la base, c'est toujours le problème du trop de sucre dans le sang. Hein. C'est le problème de l'hyperglycémie chronique, c'est-à-dire que le diabète qui est pas équilibré longtemps entraîne ces complications. Donc chez les sujets diabétiques qui sont bien équilibrés, il n'y a pas de risque de complications. Alors qu'est-ce qu'on appelle un sujet diabétique bien équilibré ? L'équilibre du diabète, comme on en avait parlé, le diabète c'est une maladie asymptomatique, donc on ne sent rien. Donc pour avoir une idée de l'équilibre du diabète, de savoir si son diabète est bien équilibré ou pas, vous avez deux possibilités. L'autosurveillance, c'est-à-dire qu'on surveille soi-même le taux de sucre au niveau des capillaires du doigt. Donc c'est ces fameux appareils qui permettent de prendre une petite goutte de sang et de regarder le taux de sucre, le niveau de sucre dans le sang, et de savoir si on est à l'objectif. Ça se mesure vraiment, il y a des indices numériques, j'ai envie de dire, pour mesurer ça? Oui, il y a des objectifs en fonction du type de diabète, de l'âge du patient, des complications. Il y a des objectifs de seuil de sucre à ne pas dépasser. Donc dans les valeurs supérieures, mais aussi dans les valeurs inférieures. Donc c'est le médecin qui donne ces explications. Et l'appareil va donner un chiffre. Donc si vous avez une glycémie qui est supérieure à 2 grammes pendant très longtemps, vous allez vous dire, mais là mon diabète est très déséquilibré et donc il faut que je revoie mon médecin, ça ne va pas. Donc ça c'est la première façon de revoir si son diabète est déséquilibré. La deuxième façon, parce que tous les diabétiques, notamment le diabète de type 2, traité par comprimé, ne vont pas avoir une surveillance aussi précise, quotidienne du taux de sucre à la maison, vont avoir une prise de sang. Donc c'est la mesure de l'hémoglobine glyquée dont on a aussi parlé dans les émissions précédentes, qui se fait tous les 3 mois. Donc je rappelle que le sucre va se fixer quand il y en a trop sur l'hémoglobine au niveau du sang, et va se glyquer. Donc l'hémoglobine porte du sucre en excès, on appelle ça l'hémoglobine glyquée, l'HbA1c pour les patients qui connaissent bien, et cette hémoglobine glyquée, on la dose tous les 3 mois. Et le seuil à ne pas dépasser, il est de 7%. Donc un malade qui va avoir des dosages répétés d'hémoglobine glyquée au-delà de ce seuil n'est pas équilibré. Donc voilà les deux possibilités de savoir si le diabète est équilibré. Alors, une autre notion, c'est la notion de la plaque de graisse. Quand on parle de diabète, il y a aussi de la graisse. Alors, c'est la graisse qui se fixe sur les parois, c'est ça? C'est ça. Le sucre, ce qui va se passer, c'est quand il y a trop de sucre dans le sang et que le corps ne peut plus l'éliminer, il va se fixer au niveau de la paroi des petits vaisseaux. Donc, il y a des petites cellules qui vont être gorgées, en fait, de sucre. Il va se former au niveau de la paroi du vaisseau des mécanismes inflammatoires en même temps qui font intervenir plusieurs petites molécules, et ça va former une plaque de graisse. Et cette plaque de graisse, c'est ce qu'on appelle l'athérosclérose. Et l'athérosclérose, avec le temps, vous savez, c'est comme les tuyaux encrassés que connaissent les plombiers. Donc si vous ne nettoyez pas ou si vous ne faites rien, ça va finir par se boucher et il n'y a plus de circulation. Et ça se passe aussi au niveau des petites artères qui sont plus fragiles. Et le risque, c'est que les vaisseaux explosent ou que le sang ne circule pas? Quel est le risque? Le risque, c'est que ça se sténose, que les artères se sténosent, se bouchent, et que le sang qui irrigue tous nos organes, qui ont besoin de sang pour vivre et d'oxygène, de nutriments, ne soit plus irrigué, et c'est l'infarctus, entre guillemets, de ces petits organes. Donc c'est la mort des cellules qui ne sont plus irriguées. C'est la mort des cellules, mais pas la mort de l'individu. Ce n'est pas la mort de l'individu, non. D'accord. Et donc il faut rassurer les gens quand même, tout à fait rassurer les gens en leur disant qu'il ne faut pas faire d'amalgame. C'est pas parce qu'on a des complications du diabète au niveau des petits vaisseaux qu'il y a un risque de mort, mais il y a un risque fonctionnel, c'est-à-dire que on va vivre, mais avec des séquelles. Au niveau de l'œil, on peut avoir une baisse de la vision. Je vous l'ai dit, jusqu'à la cécité. C'est la première cause en Guadeloupe de cécité, le diabète. Alors la cécité, pour les gens qui ne savent pas, c'est devenu totalement aveugle.
Voilà, la cécité, c'est quand on devient aveugle et qu'on perd la vue complètement. Oui, complètement. Alors, et là, ça me concerne, ça nous concerne les hommes, c'est les cas d'impuissance liés au diabète. Alors, les cas d'impuissance liés au diabète peuvent aussi être dus à des anomalies vasculaires, puisque l'organe sexuel, en particulier chez l'homme, l'organe sexuel chez l'homme, le pénis, est un organe qui est vascularisé. Il est irrigué, c'est ça? Irrigué le petit par vaisseau. une artère, voilà. Et vous avez, lors de l'érection, c'est une augmentation du débit sanguin au niveau de la verge qui permet l'érection. Et quand vous avez des anomalies vasculaires, vous allez avoir une diminution de l'érection chez le patient, et donc ça se manifeste par des troubles de l'érection. Vous avez aussi une diminution des hormones sexuelles chez le diabétique, comparé à des sujets non diabétiques. Le diabète non équilibré de façon chronique va être associé à une diminution des hormones sexuelles, la testostérone chez l'homme. Et quand on a une diminution de la testostérone, des hormones sexuelles, on a une diminution de l'envie sexuelle, c'est ce qu'on appelle la libido. De la libido. Voilà. Oui. Alors, autre sujet, c'est la neuropathie diabétique. Qu'est-ce que c'est? Neuropathie, c'est des nerfs, j'imagine. Voilà, la neuropathie diabétique, c'est l'atteinte des petits nerfs par toujours l'hyperglycémie chronique qui se manifeste sous plusieurs formes. Vous avez les patients qui vont vous dire: docteur, j'ai des brûlures dans les pieds, j'ai des fourmillements, quand je marche par terre, j'ai l'impression de ne plus sentir le sol, j'ai l'impression de marcher sur du coton, et donc il faut suspecter, quand c'est comme ça, une neuropathie, donc une atteinte des petits nerfs par cette hyperglycémie chronique, mais aussi par une altération des petits vaisseaux qui sont impactés dans la vie de nos nerfs en général. Alors, une question subsidiaire, souvent des diabétiques ont des plaies qui ne guérissent pas. Alors, comment on explique ça? Pour les plaies chez le diabétique, on sait très bien maintenant qu'il y a deux types de plaies. Vous avez des plaies qui sont d'origine artérielle, c'est-à-dire que ce sont les artères des membres inférieurs qui sont atteints par l'athérosclérose dont on vient de parler. Donc il y a moins d'apport de sang, il y a une diminution de l'irrigation des membres inférieurs. Donc les plaies peuvent ne pas cicatriser, mais vous avez aussi le patient qui va avoir une neuropathie, donc une atteinte des nerfs dont on vient de parler. Et ce qui se passe, c'est que les zones d'appui plantaire avec la neuropathie vont être complètement modifiées, et on peut avoir une déformation du pied, si bien qu'en marchant, on ne va pas avoir des zones d'appui normales. Et à force, donc vous allez avoir des endroits qui vont plus appuyés que d'autres. Et comme il y a une diminution de la sensibilité en plus, le patient peut se faire une plaie, c'est ce qu'on appelle un mal perforant plantaire, qui est complètement asymptomatique, qui est indolore et qui peut ne pas guérir parce que le patient ne sent pas, va continuer à marcher dessus, et que si on ne regarde pas, on n'examine pas ses pieds tous les jours, il y a un risque que ça s'aggrave, que ça s'infecte. Et ça arrive jusqu'à l'ablation? On peut avoir effectivement, alors le terme un peu barbare, et l'amputation, effectivement, soit d'un orteil ou soit d'une partie du pied. Tout à fait, si la plaie s'infecte et qu'il y a un risque de mise en danger de la vie du patient. C'est-à-dire que le sepsis, l'infection, peut se propager très rapidement, ce qui met en danger le patient, et que l'infection ne répond plus aux antibiotiques, et il faut faire un geste pour enlever cette infection et donc couper la partie qui est infectée. Alors, si vous prenez l'émission en cours, je vous rappelle premièrement que vous pouvez revoir ce que vient de dire le docteur Céphise Vilayandon, Céphise Friziline, d'abord sur le site zcl.tv, mais surtout on va essayer de rappeler les grands traits. Alors, trop de sucre dans le sang, l'hyperglycémie chronique peut se manifester par une hémorragie rétinienne, c'est ça? C'est-à-dire les petits vaisseaux des yeux peuvent se casser, se briser. Et les petits vaisseaux qui sont fragilisés vont avoir une diminution du sang qu'on apporte à la rétine. De l'apport sanguin, il y a un risque d'hémorragie, puisque ces vaisseaux se prolifèrent pour essayer d'amener un peu plus de sang. Il va y avoir des néo-vaisseaux. Ces vaisseaux sont plus fragiles, et il y a un risque, que ça casse, si vous voulez employer ce terme. Alors, autre conséquence, ce qu'on appelle la plaque de graisse à l'intérieur des intestins, par exemple, c'est ça? Ou sous la paroi?
pas des intestins. Quand on parle des vaisseaux, donc faut imaginer qu'un vaisseau c'est comme un petit tube et qu'on en a partout, notamment au niveau chez le diabétique de la rétine de l'œil, du rein, donc des glomérules du rein, les petits vaisseaux au niveau du pied, et donc vous avez au niveau des parois de ces petits vaisseaux une accumulation également, une hypertrophie de la membrane et une altération des petites cellules qui font cette paroi, et vous allez avoir, dû à cet épaississement de la paroi des vaisseaux, une diminution de l'apport du sang et d'oxygène au niveau aussi de ces petits vaisseaux. Et il y a une autre conséquence qui concerne particulièrement l'homme, la perte de la libido et aussi des risques d'impuissance. Voilà, alors juste pour préciser, on n'a pas trop parlé de l'atteinte du rein, parce que l'insuffisance rénale, c'est important de savoir que chez le diabétique, on peut dépister que ça soit la rétinopathie et l'insuffisance rénale. Rétinopathie, atteinte de l'œil, ça se dépiste, il ne faut pas attendre les symptômes. Donc c'est le fond d'œil, on va regarder avec un appareil, on va faire une photo de la rétine chez le diabétique et on va regarder s'il y a des petits signes qui nous montrent qu'il y a un début de rétinopathie. Ça se dépiste et ça se soigne. De même, pour l'insuffisance rénale, vous avez des moyens pour dépister l'insuffisance rénale. Les malades diabétiques depuis longtemps connaissent bien la prise de sang pour doser la créatinine et la prise d'urine pour regarder s'il y a de l'albumine dans les urines. Quelqu'un de normal n'a pas d'albumine dans les urines. Le rein, c'est un filtre de nos déchets. Et donc, à partir du moment où le rein est malade, il ne va plus jouer son rôle de filtre et il va laisser passer l'albumine et on va pouvoir la doser dans les urines. Donc, on a aussi ce moyen pour dépister et prévenir, ça se traite. Et donc, ce n'est pas inéluctable. Les malades doivent savoir qu'il y a des choses à faire, il y a des médicaments, on peut les accompagner. Et surtout, la première chose à faire, c'est d'équilibrer le diabète. Alors, globalement, c'est la dernière question, le diabète, ça se soigne finalement? Le diabète, ça se soigne. Il faut une motivation du malade, de la famille, du médecin qui l'accompagne. Et en principe, ça se passe bien quand tout le monde est motivé, qu'il y a un environnement familial qui est aussi favorable, parce que c'est important. Et c'est une maladie avec laquelle on apprend à vivre. Donc on n'est pas... On peut vivre avec son diabète. On vit avec son diabète, on vit avec ses complications et surtout, on peut en ralentir l'évolution. Et ça, c'est très important. D'accord. Ben, docteur, on vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Et puis on vous retrouve prochainement. Je ne dis pas mercredi prochain ni dans 15 jours, mais on vous retrouve prochainement. En tout cas, la rubrique santé continuera dans le ZCL et à défaut du docteur Vélayan de ses fils, on aura l'occasion de rencontrer d'autres médecins, particulièrement dans la prochaine séquence. Merci encore d'être avec nous. On continue le journal. Il est exactement, je vais dire tout de suite, 13h19. On va parler du programme pluriannuel de l'énergie. C'était donc la présentation de ce projet à la région, à Richard-Luce et le préfet. On fait en même temps, en présence aussi des acteurs de l'énergie en Guadeloupe, on fait le point sur ce programme pluriannuel de l'énergie. C'est une dimension très importante dans l'économie de la Guadeloupe, l'énergie. On regarde tout de suite le reportage et après on ira jusqu'en Haïti parler de la Gauloise qui est partie en Haïti et vous saurez tout à l'heure pourquoi. PPE, c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie. Ça relève d'un cadre qui a été fixé par l'État puisque c'est la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui instaure l'obligation d'élaborer une programmation pluriannuelle de l'énergie en Guadeloupe. Et il s'agit d'un document qui va permettre d'orienter les investissements en matière énergétique jusqu'en 2018, donc qui va couvrir la première période 2016-2018. Ce document nous fixe des objectifs ambitieux puisqu'il s'agit d'atteindre 50% d'énergie renouvelable en 2020 et de parvenir à l'autonomie énergétique pour la Guadeloupe d'ici 2030. Nous avons donc un gros travail à réaliser avec en mobilisant l'ensemble des acteurs publics, mais aussi tous les acteurs privés. Et en Guadeloupe, c'est vrai que l'atteinte des objectifs suppose cette forte mobilisation de l'État, du Conseil régional et de l'ensemble des acteurs privés qui ont été invités ce matin. Sachez qu'aujourd'hui, en Guadeloupe, par rapport à l'atteinte des objectifs que j'ai fixés, eh bien, sachez que la part des énergies renouvelables dans notre consommation des énergies
d'énergie représente 11%. Et on a surtout, je dirais, un point sensible sur lequel nous devons travailler, c'est le fait que la consommation, je dirais, d'énergie pour les transports représente 70% de la totalité de notre consommation d'énergie. Donc c'est un gros poste de consommation énergétique sur lequel nous devons travailler. Enfin, il faut savoir que dernièrement, lors de notre dernière plénière, nous avons demandé à l'État la prorogation de l'habilitation énergique, ce qui est première en France. Pour poursuivre un peu les études qui sont menées aujourd'hui, nous avons réuni tous les acteurs de l'énergie, région, État, pour pouvoir mettre en place et écouter un peu le rapport de la personne qui est en charge de travailler dessus, M. Pouget, qui a présenté un peu le contexte, le développement du stockage en énergie, les réseaux intelligents qu'on aura tôt à mettre en place, les bâtiments et quartiers à énergie positive. Donc, nous devons continuer car nous avons un délai. Les porteurs de projet ont un délai, je crois que c'est le 26 février, pour que nous puissions avancer. Comme l'a dit le préfet, nous sommes obligés à une certaine date de devenir autonomes en matière d'énergie. Donc, nous sommes obligés d'accélérer les choses pour pouvoir tenir la date fixée par l'Union européenne et surtout sur la loi de la transition énergétique. Voilà, il est 13h22. On a donc parlé de ce PPE. Je rappelle, c'est le programme pluriannuel de l'énergie qui a mis en place tous les acteurs de l'énergie en Guadeloupe et particulièrement dans cette période de transition énergétique. Il était important d'entendre le discours de chacun. Alors, il faudra attendre bien sûr les résultats puisque c'est un élément fondateur de la transition énergétique, la programmation pluriannuelle de l'énergie, savoir un peu sous quel bateau nous fonctionnons. Alors, on va partir en Haïti, mais pas vraiment, puisque Richard Etienne est en ce moment lui-même en Haïti avec la Gauloise. Juste avant le départ, il a rencontré cette équipe de la Gauloise qui est partie là-bas et on devrait, dans les jours qui viennent, puisque Richard est déjà installé en Haïti, savoir un peu quel va être le programme de nos champions, de nos footballeurs et savoir s'ils arriveront à revenir au moins cette fois avec une coupe. Tout de suite le reportage Richard Etienne. 18h10, arrivée des joueurs à l'aéroport de Port-au-Prince après 1h50 de vol. Accueillis par le responsable de l'organisation haïtienne, c'est dans ce cas qu'ils vont prendre place direction leur hôtel au Champ de Mars, dans le centre-ville sous escorte de forces de l'ordre. Après la remise des clés, chacun va prendre possession de sa chambre pour un bon repos avant de rentrer dans le vif du sujet. Bien sûr, toute cette semaine, nous aurons l'occasion de revenir sur ces rencontres qui se tiennent en Haïti avec notre correspondant Richard Etienne qui a la mission, puisque je lui ai demandé de s'intéresser aussi à la vie politique haïtienne, puisque vous savez très bien, hier on en parlait avec Arnaud Lantonin, que là-bas c'est particulièrement chaotique en ce moment. Voilà, il est pratiquement 13h30 avant de retrouver Martine pour son agenda culturel. Tout de suite, la page pub et on se retrouve tout à l'heure pour parler culture avec Martine qui est déjà dans nos lots. Voilà, 13h31, c'était attendu, c'était espéré depuis 2 semaines, nous pas voyez. Ben voilà, Martine est de retour. Martine est de retour. Qui nouvelle? Ben ça va, Dani. Ça va? Mais attention, hein, semaine dernière, c'était pas de ma faute. Non, je sais bien. Non, ce que je dis, c'est que vous n'étiez pas là. J'ai pas dit que c'était votre faute, mais vous nous avez manqué. Mais vous non plus, vous battez la semaine passée. Bon. On était là. Vous êtes là? C'était là qui battait là. Exactement, c'est vrai, parce que moi, on était là aussi. Moi, ça. Voilà, mais bon, alors, c'est pas quoi grave. de neuf? Moi, je suis contente d'être là, en tout cas. Moi aussi, de vous retrouver. Et contente de te voir. Moi aussi. Bon, alors bien sûr, je suis partie, mais tu sais bien, Dani, que lorsque je pars, c'est pour mieux revenir. Toujours, et revenir toujours les bras chargés de... Et
pays. Deux pays, exactement. J'espère en tout cas, chers auditeurs, chers téléspectateurs. Il y a des auditeurs aussi. Il y a aussi des auditeurs. J'espère que je vous ai manqué. Et vous savez qu'à chaque fois que je pars, ça me fend le cœur. C'est vrai, hein, mais je suis contente de revenir parce que du coup, je vous ramène des choses. Je rencontre des gens, je vais sur des lieux et je reviens les bras chargés d'un tas d'informations, d'idées, de rencontres, de choses pétillantes, inintéressantes, mais parfois qui méritent également d'être dites. Alors donc, pour aller dans cette perspective, figurez-vous que, bien évidemment, j'ai oublié mes lunettes. Et quand j'oublie mes lunettes, je ne vois rien. Donc, je vais être obligée de bien souvent cligner des yeux. Alors, pas penser que ces autres, en cas, pas ni pont monde écran là, en cas, failli pont. Qui j'ai dit ça? Ponzier doux, hein? C'est simplement parce qu'on n'a pas ni lunettes. Voilà. Alors, que vais-je vous raconter? En plus, j'ai un tout petit peu de temps, c'est bien ça. Donc, en tout cas, aujourd'hui, c'est le cas. J'ai ramené des choses. Par exemple, dans mon zap culturel, j'ai rapporté des images exceptionnelles qui ont été prises, je vous le confie, vraiment au risque de ma vie. Ça a été vraiment dur. J'ai pris des images qui vont vous fendre le cœur et je me suis déplacée au risque d'y perdre ma vie. Je viens de vous le redire. À ce point-là, Martine? Ah oui, je suis allée sur la place de la République à Paris et là, il a fallu... On flippe qu'on arrive là. Hein? Oui. Il a fallu que je fraye mon chemin. Oui. C'est une place qui a énormément changé, qui est devenue ce que j'appelle la place de toutes les libertés. Oui. Je vous en parle dans quelques instants. Et toujours pour vous, bien sûr, sous cette même place d'ailleurs, j'ai filmé encore une fois, au péril de ma vie, il a fallu faire des coudes, etc., pour arriver à prendre quelques images que vous verrez tout à l'heure d'une batucada. Qu'est-ce qu'une batucada ? Nous allons vous le dire tout à l'heure aussi. Et tout ça, c'est rien que pour vous, parce que j'ai voyagé. Et enfin, un dernier sujet qui va vous plaire, c'est le baiser. Je vais tout vous dire sur le baiser. Eh oui, le baiser. Le vrai baiser. Celui-là, le baiser amoureux. Le French kiss, comme on dit. Le French kiss. Voilà. Mais tu sais des choses, Danick. Mais quand même. Alors oui, c'était la Saint-Valentin, c'est passé, mais cahier, hein. C'est pas seulement à la Saint-Valentin qu'on embrasse. Donc, j'ai décidé de vous faire déjà une séance de rattrapage. Martine, attention, qui embrasse trop, mal être, hein? C'est pas de ça dont je parle. J'explique tous les bons côtés du baiser. Ça, c'est pour la fin. Fin, F-I-N, hein, pas fin, F-A-I-M. Bien que la fin arrive aussi, puisque c'est l'heure. La fin justifie les moyens. Et la fin justifie parfois les moyens. Si on a un peu de temps, donc je vous parlerai d'un agenda, mais avant, je voulais féliciter M. Poumarou pour sa nomination. Eh bien, tu le sais, Danick, hein, que Gérard a été nommé maintenant donc directeur général. Le grand patron de l'archipel. Le grand patron de l'archipel. On attend de le recevoir ici. Tu sais quand il commence? Début mars. J'ai essayé de le joindre, mais je n'ai pas encore réussi. Il est injoignable en ce moment. Mais bien. Alors, zappons culturellement. Vous le savez, je vous parlais d'une place tout à l'heure. Donc, vous le savez, beaucoup de pays ont des places qui sont devenues mythiques et qui deviennent des lieux symboliques également, et où le peuple se rassemble pour fêter ou parfois également pour montrer sa contestation. C'est le cas de quelques places. Je vous en cite deux. Par exemple, à Pékin, la place Tiananmen à Pékin, qui est une grande place centrale à Pékin, tout près du palais impérial. Eh bien, cette place, elle aussi, est devenue réputée parce que c'est une place de rassemblement, mais c'est aussi une place qui, en 1989, en avril très précisément, a connu d'énormes rassemblements de mécontentement estudiantin et également agricoles, enfin d'ouvriers, qui manifestaient leur mécontentement vis-à-vis du gouvernement, ou en tout cas des... ça y est, c'est parti ce truc. Bon, vous voyez, la technique n'est pas toujours avec moi. Donc, je parlais de cette place Tiananmen, mais il y a aussi la place El Majefna, une place qui se trouve également à Marrakech, qui est devenue une place symbolique, puisque cette place permet à l'ensemble de la population de se retrouver autour d'animations culturelles, autour des moments de rencontre. C'est une place qui est extrêmement visitée par les touristes, bien évidemment, mais c'est également une place, il faut le savoir, qui en 1922 a été classée monument, enfin un site patrimonial, et qui est extrêmement protégé. Donc cette place, aujourd'hui, eh bien, comme d'autres, sont des places où les gens, la population se rassemble pour parler, pour protester, en tout cas pour manifester vis-à-vis de ce qui lui plaît et de ce qui lui déplaît. Alors c'est pour ça que j'ai voulu vous faire cette petite entrée en matière pour vous présenter cette place de la République à Paris, place qui a été revisitée
qui a été repensée il y a 2 ans. D'ailleurs, l'inauguration, c'était en 2013, je crois, en juin 2013. Elle a été inaugurée après un ravalement. En tout cas, ça a été confié à des architectes qui ont repensé toute cette place pour la rendre justement beaucoup plus accessible à la population. Et le pari est gagné. Cette place aujourd'hui est une place qui est extrêmement visitée, qui est extrêmement convoitée par tous. Et il s'y passe des choses incroyables. Donc, je vous ai rapporté dans mes bagages 2 ou 3 petites choses de ce qui se passe sur cette place. Dès que j'aurai pu à nouveau revenir sur cet écran qui absolument ne veut pas aujourd'hui me donner une petite faveur. Et je pense qu'on ne va pas tarder à avoir quelques photos. Si on voit la place, là déjà, la place de la République. C'est moi qui la vois pas. La place de la République. Elle est là, oui. Ah, ok, toi tu la vois, moi je ne la vois pas. Oui. Alors en tout cas, la place de la République. Une vue générale, on la voit. Voilà, elle est érigée avec une statue qui est magnifique, une statue qui doit faire 18 mètres de haut. C'est une statue qui est en fait une allégorie. Avec le génie de la République tout au sommet. Voilà, absolument. Et cette place également est représentée avec un certain nombre de statues autour qui représentent pour les 3 statues la liberté, la fraternité et l'égalité, bien sûr. Et l'égalité, bien sûr. Qui n'est pas réelle aux Antilles. Qui n'est peut-être pas réelle aux Antilles, mais en tout cas sur cette place, elle représente ça. Et le lion qui est au pied de cette place, qui est un lion en bronze, lui représente ce qu'on appelle la constitution de la République française. D'accord. Voilà, pour cette place. Et depuis sa refonte, eh bien, il y a un bassin d'eau et la place est complètement livrée donc, à la population qui se l'est appropriée. Et d'ailleurs, Martine, vous le savez pour avoir vécu longtemps à Paris, que toutes les manifestations d'importance à Paris démarrent souvent sur cette place de la République et quelquefois vont jusqu'à Nation, mais en général le rendez-vous c'est à Place de la République, quelquefois aussi à Bastille. J'ai un problème, voilà, ça voilà. Pas, tu vois, la technologie, ça a décidé que ça ne fonctionnait pas aujourd'hui. Donc de mémoire, je vais parler de ce que j'ai à parler. Donc Place de la République, donc j'ai voulu vous montrer sur cette Place de la République, tout d'abord cette batucada dont je parlais. Est-ce que tu la vois, Dani? Pourquoi je ne vois pas les photos? Parce que du coup, je ne sais pas du tout où j'en suis, moi. Voilà. Parce que... Donc, batucada, la batucada, c'est voilà, merci beaucoup. La batucada, voilà, la batucada, eh bien, je vous l'ai dit, donc on voit la place de la République, mais je voulais vous parler également de tous ces messages qui ont été affichés sur la place. Donc après les attentats donc, de 2015, la place est devenue un lieu d'expression où tout le monde poste son petit message, où il y a également des gens qui vont en pèlerinage. Il y a une association qui s'est érigée d'office pour pouvoir entretenir cette place. Quand il y a la pluie, elle nettoie, elle ramasse. Il y a énormément de bougies et il y a un monde mais foisonnant sur cette place et chacun y vient pour mettre un petit mot. Il y a beaucoup d'émotions aussi, j'imagine. Comment? Beaucoup d'émotions aussi sur cette place. Il y a beaucoup d'émotions sur cette place, mais c'est une émotion à la... Comment je pourrais dire ça? C'est presque une émotion un peu conviviale. Oui. Parce que autour de la place, il y a tous les pays qui se rassemblent, les gens dès qu'ils sont de passage à Paris se rassemblent sur cette place et donc on entend plein de langues qui sont parlées et surtout il y a une sorte de convivialité, de confraternité, voilà, qui existe du fait même, je pense, de la symbolique de la place et de tous ces messages qui y sont postés. Donc il y avait des très très beaux textes, donc je vous en ai photographié quelques-uns et voilà, donc vous verrez sur ces photos qu'il y a bien sûr le drapeau blanc bleu rouge, il y a des fleurs, il y a des messages d'amour, il y a des messages également où on demande... Vous avez posté un message, Martine? Comment? Vous avez posté un message là-bas sur la place? Non, je n'en ai pas posté. Mon message, c'était de revenir avec tous ces messages et de le partager avec les auditeurs et les téléspectateurs. Et toujours sur cette place, donc, eh bien, j'ai participé à une batucada. Alors la batucada, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe de musique. Ça vient du Brésil, ça vient des écoles de samba. Et donc, voilà. Donc, plusieurs groupes défilaient, mais j'ai pris plus particulièrement celui-ci. Alors de manière tout à fait déontologique puisqu'il y a ma fille qui y joue. Donc du coup j'ai été les filmer et les voir déambuler dans les rues de Paris. Ils sont partis de Belleville, donc un quartier très populaire, pour arriver sur la place de la République.
où là ils ont fait une démonstration avec ces grosses caisses claires qui en fait sont très légères, hein, elles sont impressionnantes, donc on est ceinturé, donc il y a et tout en marchant donc on joue. Et l'intérêt de la batucada, c'est à la fois une musique qui est saccadée, mais également des chorégraphies qui sont faites au même moment où les groupes interprètent. Donc tout à l'heure on les verra, il y a un mini-film que je vous ai réservé, où vous les verrez jouer, et là c'est une thématique, ils étaient en rouge et noir bien sûr. Et là, c'est la rue du Temple qui arrive sur la place de la République où le groupe va arriver. Il y a déjà une foule de milliers de personnes qui les attend. Donc là, c'est l'un des instruments de la batucada. Il y a plusieurs instruments, mais mon iPad ne voulant pas fonctionner, je ne pourrais pas vous donner les noms, de mémoire, je ne m'en souviens pas. Mais ça sera de toute façon sur le site, hein, vous aurez toutes les photos, tout ce que je suis en train de dire là. Ça sera sur le ZCL, vous aurez donc l'ensemble de ces informations. Alors, petit moment de musique avec cette batucada, où je vous dis vraiment sur la place un nombre de personnes vraiment extrêmement important. Et donc, les groupes sont de plus en plus présents en France, de plus en plus structurés, et avec des chorégraphies et des musiques qui sont extrêmement, on va dire, travaillées, avec également donc des chorégraphies qu'on va voir tout à l'heure. Il y a un petit film qui vous est réservé, un petit film d'1 minute. Non, c'est pas tout de suite, c'est après. Ok. Ok, il est en train de charger. Donc voilà, je voulais vous parler de ça parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. J'ai passé près d'1 heure sur cette place à écouter, à écouter différents groupes. C'est un moment formidable et on a l'impression de se retrouver au Brésil puisque c'est quand même la batucada, comme on le dit. C'est des Brésiliens de passage ou invités Alors, ils sont parfois invités lorsque ces groupes-là les invitent, mais la plupart du temps, les voilà. Donc là, c'est... Bon, vous voyez, les groupes, justement, il y a des mouvements qui se font au moment où ils interprètent. Et puis surtout, ce que je voulais vous montrer, ce sont ces chorégraphies, donc avec les bâtons. Et puis, un petit peu plus loin, au fond, on va les voir, eh bien, certains instrumentistes font des chorégraphies avec leur tambour en hauteur. Donc, les chorégraphies sont vraiment très belles, très ingénieuses. Et c'est hyper... comment on appelle ça? C'est très entraînant. Voilà, c'était donc la batucada. J'espère que vous avez apprécié ce petit passage sur la place de la République, entre autres. Alors, on continue notre navigation. Moi, je vous ai parlé de batucada, mais je vais maintenant vous parler de baiser. Oui. Baiser amoureux. Oui. Le French kiss, qu'on l'appelle. Du baiser. Oui, je parle du baiser. Oui, du baiser. Hein, du baiser, bien sûr. Le baiser pour valider son partenaire. À quoi sert le baiser? Pourquoi on s'embrasse? Parce que dans certains pays, tout le monde n'embrasse pas et n'embrasse pas de cette manière. D'ailleurs, dans certains pays, on trouve même que c'est dégoûtant parce que il faut savoir que dans le baiser, effectivement, on transfère un certain nombre de choses et pour certains, plutôt des bactéries et de la salive. Mais ce n'est pas seulement ça, le baiser. Ça, c'est le côté non glamour du baiser. Mais il y a quand même quelques résonances intéressantes pour ce baiser qui, voilà, c'est encore parti ce truc. Alors, le baiser, eh bien, on embrasse pourquoi? On embrasse parce que cela valide un partenaire. Effectivement, c'est un moment où on se retrouve en totale cohésion et on accepte de partager autre chose. Vous savez que chacun d'entre nous, on a ce qu'on appelle une sphère. Oui, bien sûr. Notre zone de confort.
confort ou notre bulle dans laquelle on interdit à quelqu'un d'autre de pénétrer. D'ailleurs, il y a des gens, quand ils marchent ou quand ils vous parlent, la plupart du temps, si vous vous approchez d'eux, ils font ce geste-là, où ils se reculent spontanément, parce qu'on veut maintenir sa zone de confort. Et c'est même quelque chose dont on ne se rend même pas compte qu'on fait. Eh bien, le baiser, ça veut dire qu'on accepte à un moment que quelqu'un pénètre cette zone de confort, cette zone de protection qu'on a pour chacun. C'est plus une transgression à ce moment-là. Ce n'est plus une transgression, ni une agression, parce qu'on est tous les deux volontaires pour cela. Exactement, c'est un désir. Alors le baiser, effectivement... Un désir partagé quand même. Partagé. Oui. Le baiser est un moyen, effectivement, de valider un partenaire, donc de lui donner cette autorisation. C'est aussi un moyen de montrer son désir pour l'autre. Oui. Parce qu'effectivement, on dit que tout passe par la bouche lorsque nous mangeons, les saveurs, le goût de quelque chose, le bonheur que nous apporte un repas, et bien passe par la bouche, par des sensations. Et effectivement, le baiser déclenche toutes ces sensations. Et pour certains, il est précurseur des préliminaires qui vont amener à l'acte charnel. Donc le baiser chez nous est quelque chose, chez l'humain j'entends, et chez les singes aussi, mais dans d'autres contrées on ne s'embrasse pas. Par exemple, on sait très bien qu'en Laponie on se frotte le nez, c'est tout aussi pour eux stimulant et tout aussi. Je dois même dire, Martine, vous devez savoir que même dans notre société guadeloupéenne, le baiser n'était pas très pratiqué. Ah non, c'était même fort décrié. C'est quelque chose de très récent. Ah oui. On voit des jeunes qui s'embrassent aujourd'hui dans les rues, ça ne se faisait pas il y a 20 ans. Ils se sentent très à l'aise avec ça, mais c'est vrai qu'on regardait les gens de travers lorsqu'ils s'embrassaient. Alors le baiser, je l'ai dit, le baiser amoureux, donc valider son partenaire, mais c'est aussi s'attacher et montrer également son attachement à quelqu'un. C'est quelque chose de tout particulier pour ça. Le baiser, ça permet de s'apprivoiser l'un l'autre, de mieux faire connaissance en douceur, en rentrer encore dans ce qu'on appelle l'acte d'amour plus profond. Et celui-là permet d'avoir une approche. Le baiser jouerait aussi un rôle dans les relations longues. Effectivement, il paraît que plus on s'embrasse, plus nos relations durent. Lorsqu'on ne sait plus embrasser avec le French kiss, le baiser amoureux, son partenaire, et bien souvent, il y a une déliquescence qui s'installe tout doucement. C'est beau ça, hein? Le baiser permet également de déstresser. Embrasser fait du bien. Ça nous permet de calmer donc notre stress, et ça a un effet un petit peu comme l'hormone du anti-stress. Donc le baiser est bien pour ça. S'embrasser, mesdames et messieurs, lorsque vous vous aimez, lorsque vous avez un petit ami ou une petite amie, embrassez-vous, ça fait du bien. Ça fait du bien à tout le monde. Oui. Et c'est pour retrouver des sensations du nourrisson. Tu sais que le nourrisson, avec sa maman, eh bien, il était en symbiose au travers de la tétée. Et cette tétée, ce sont les lèvres qui sont en contact avec la peau, eh bien ça lui procurait beaucoup de bien-être et une certaine forme de satisfaction, puisque à la fois il se nourrissait, mais il était également en contact avec sa maman. Eh bien c'est dans notre mémoire, hein. Et oserais-je dire que beaucoup d'hommes ont gardé ce souvenir, et parfois ont envie de le perpétrer. Je n'en dirai pas plus. D'accord. Je n'ajoute rien cette fois, Martine. Ce n'est pas la peine de rajouter. D'accord. Donc, alors le baiser a quelque chose aussi de bien, parce que c'est sportif, parce que ça fait travailler 91 muscles. D'accord. Le saviez-vous? Donc embrasser. C'est un bon sport. C'est un sport sain. Oui. Alors pour ceux qui disent quand sport sain, de quel sain vous parlez? Je ne parle pas de celui dont je viens de parler de tout à l'heure, je parle de sain. S-A-I-N. S-A-I-N. L'autre, c'est S-E-I-N. Parce qu'il y a le baiser du sein. Hein? Il y a le baiser du sein. Oui, il y a aussi le sein, et puis il y a le Saint-Esprit. Oui. Là, je ne te parle pas de celui-ci. Donc, ce baiser, je vous le recommande pour vous faire du bien. Je vous le recommande lorsque vous aimez, je vous le recommande lorsque vous voulez déstresser, je vous le recommande pour faire travailler les muscles du visage et du cou et de la gorge. 91 muscles, c'est pas rien dans un baiser. Il paraît que parmi les comment dirais-je, les records, 58 heures, c'est le plus long baiser, ce sont des Chinois, je crois, ou des Japonais, 58 heures. Le baiser, oui. C'est abusé, là, comme disent les gens. C'est abusé. Oui, c'est abusé. Bon, il y a aussi quelques bactéries, mais elles sont saines, ces bactéries qui se passent de la bouche à la bouche. Voilà, il faut le dire, ça existe aussi. Mais a priori, ce ne sont pas des maladies transmissibles. Ce n'est pas par là que ça se fait. D'accord. Voilà. Donc, je vous aurais presque tout dit sur le baiser amoureux. Eh bien, à partir de là, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur ZCL, je mets encore plus d'informations. D'accord, Martine. Voilà. Pas d'agenda cette semaine? Non, un seul agenda, c'est
le 13 mars. Oui. Donc il y a une journée, tu sais que le 8 mars c'est la journée internationale Toujours, des femmes. oui. Toujours. Donc une association ADSM va illustrer cette journée au travers d'une jolie journée qui se tiendra le 13 mars et qui s'appelle la journée de la santé au naturel féminin. Donc c'est une journée bien sûr. Ça va se passer à Morne-à-l'Eau en Charette-là, à Morne-à-l'Eau, à La Roche, Morne-à-l'Eau. Et c'est une journée complète autour agrotransformation, un village agrotransformation, biotransformation, artisanale. Il y aura bien évidemment des ateliers, ateliers bien-être, ateliers pour fabriquer vos produits de maquillage bio, ateliers pour découvrir un certain nombre de nos produits cosmétiques faits naturellement, de massage. Et vous aurez un déjeuner. Le déjeuner, l'entrée est libre pour cette manifestation. Le déjeuner est de 25 €, donc il y aura des tickets en vente. Le numéro de téléphone, vous le trouverez sur le site. Et puis surtout une conférence sur la santé des femmes au travers de leur nutrition. Et une très très belle, je pense que ça va étonner beaucoup de personnes, un très beau défilé un peu particulier puisque c'est un défilé fait uniquement à partir de végétal. Comment habiller les femmes à partir du végétal avec ce qu'on trouve dans la nature. On peut. Oui. Donc des feuilles, des feuillages, c'est vraiment à voir. Ça va être magnifique. La styliste Lucia Tétis nous prépare quelque chose de magnifique. Elle est accompagnée pour ce travail de Bernard Pinsmaille, voilà, artiste également, que je connais très très bien. Voilà, donc je vous conseille cette journée. Et puis il y a le FEMI. Et puis il y a le FEMI, qui n'est pas terminé. Jusqu'au 27, le FEMI qui cette année... Il y a des films tous les jours, tous les soirs, voilà, tous les films un peu partout. Vraiment renseignez-vous, je mets aussi allez sur www.femi.fr, je crois, c'est le site, oui, c'est bien ça. Il y a Robert Loison, au Moule, il y a vraiment un peu partout au Lamentin. Et puis cette année, c'est la Chine qui est mise à l'honneur au travers de ce FEMI 2016. Voilà, tout à fait. Vous avez tout dit. Tout pour aujourd'hui. Eh bien, il est exactement 13h52. On va terminer. La réalisation aujourd'hui, c'était... non, c'est pas Yann, c'est Monsieur Zébris. Et je rappelle l'information principale. Eh bien, c'est l'arrivée cet après-midi de Yannick Noah et de l'équipe de tennis de France qui aura à rencontrer ici au Vélodrome qui s'est transformé. Vous verrez le reportage cet après-midi, ce soir, qui aura rencontré l'équipe du Canada. Donc dès cet après-midi, ils seront en Guadeloupe à partir de 15h30. Aussi, il y aura arrivé de l'ambassadeur de France, de Chine, pas de Chine, pardon, de l'Inde en Guadeloupe, qui est arrivé pour 2 jours, une visite officielle. On a aussi vu le reportage. Voilà, on nous aura tout dit, qu'on vous aura dit. Bon appétit, on se retrouve demain. Jessie sera de retour, ne vous inquiétez pas, je ne serai pas tout seul. Il est 13h53, merci de votre attention. À demain à la même heure dans le ZCL.